aborder aujourd'hui, dans la suite de cette étude de l'histoire de la philosophie grecque, donc dans cette période que j'ai essayé de vous présenter la dernière fois, on peut dire la première grande philosophie post-aristotélicienne qui va se développer durant de nombreux siècles, qui connaîtra une éclipse et puis qui ressurgira au IIe siècle de notre ère, c'est le scepticisme philosophique, avec deux grands noms qui sont l'un et l'autre un peu, on peut dire, aux deux extrémités de cette histoire de l'école sceptique. C'est d'une part Pyrrhon, qui est considéré comme le fondateur du scepticisme philosophique, cette école du pyrrhonisme, qui a été très souvent étudiée, citée, jusque dans la période moderne. Et puis, au terme de cet itinéraire du scepticisme philosophique, un philosophe assez connu par les ouvrages qui nous en restent, et qui essaye de montrer un peu les caractères de ce scepticisme, c'est Sextus Empiricus. D'abord, je m'arrête un instant sur le mot, parce que le mot scepticisme, peut-être dans la langue française, connaît une connotation assez nihiliste, alors que le mot grec, skepsis, ou le verbe dont ce mot est tiré, skeptomai, ça signifie d'abord le fait de regarder attentivement, de considérer, d'étudier, d'observer, puis d'examiner, de méditer sur une chose, et par le fait même d'avoir la préoccupation de quelque chose. C'est la même racine d'ailleurs que le mot skopos, qui signifie premièrement celui qui espionne, qui regarde avec attention et curiosité, et puis ensuite le but que l'on se propose. Dans son dictionnaire étymologique de la langue grecque, Chantraine dit que cette famille de mots, je le cite, exprime l'idée de voir de façon active, de chercher à voir, de guetter. Et il précise que c'est un champ sémantique différent du mot blepo ou du mot orao, qui signifie simplement regarder. On sait que orao, qui donne d'ailleurs opsis, la vue, c'est quelque chose qui est plus orienté vers la dimension contemplative. Ici, il y a le fait de vouloir considérer un problème avec attention et donc de l'examiner. La fameuse... le mot qu'on trouvera, le fait d'examiner ou la théorie de l'examen de quelque chose, c'est bien quelque chose qui est la traduction de ce mot skepsis. C'est un mot qu'on trouve chez Platon, qu'on trouve chez Aristote. Aristote, quand il aborde un problème, et Platon avant lui, a souvent cette expression si tel problème est ceci ou cela, voilà ce qu'il faut examiner. Et le mot qu'il emploie alors, c'est skepsis, skeptomai, c'est un problème à examiner, skeptéon. Avec le pyrrhonisme, avec l'école sceptique, ceci va s'orienter vers un élément, on pourrait dire, un peu plus négatif, sans qu'il faille non plus exagérer. Mais si quelque chose est à examiner parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a une diversité d'opinions en présence, une diversité de points de vue, simplement une diversité de réalités, tout simplement, eh bien, nous sommes dans l'hésitation, le doute, l'incertitude. Et c'est pourquoi les philosophes sceptiques sont peut-être les premiers à s'opposer à ce qui est facilement la tendance d'une école. Je ne parle pas ici de ceux qui sont à l'origine, comme Platon ou Aristote, mais dès qu'on est dans l'école et qu'on a tendance à répéter peut-être des conclusions, donc de s'orienter vers un certain dogmatisme, eh bien les sceptiques montrent que la réalité répugne à toute théorie, à tout enfermement dans une doctrine que l'on répéterait sans revenir à la source des choses, c'est-à-dire l'observation, l'attention, l'examen attentif, la réflexion et le fait de peser toutes les problématiques, toutes les questions qui sont présentes dans un problème. Et donc, c'est important d'étudier ce moment de la philosophie parce qu'il aura une grande importance, une grande influence. En particulier, nous allons le voir dans la suite sur notamment le stoïcisme et l'épicurisme.
Et donc j'évoquais tout à l'heure ces deux noms qui sont un peu aux deux extrémités de cette vision sceptique. C'est d'une part Pyrrhone, que l'on date environ de 365 à 275 avant Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'au moment de la mort d'Alexandre et de la mort d'Aristote, vers 322-323, il est à son acmé, il est à sa maturité, même s'il est quelqu'un qui enseignera plutôt assez tardivement. Il a une quarantaine d'années. Et puis, à l'autre extrémité, je l'ai évoqué tout à l'heure, Sextus Empiricus, que l'on date difficilement, mais que on date à peu près de la deuxième moitié du second siècle après Jésus-Christ jusqu'au début du troisième siècle. Donc voilà, il y a, on peut dire, deux grands moments du scepticisme qu'il ne faut pas isoler l'un de l'autre, mais donc il ne faut pas les séparer, mais il est aussi assez difficile de bien distinguer ce qui appartient à chaque époque. On peut dire que Sextus Empiricus, dans son effort de résumer en quoi consiste la doctrine sceptique, traduit d'une façon sans doute assez exacte cette tradition intellectuelle et d'abord morale, comme je l'ai souligné la dernière fois. Nous sommes dans cette période hellénistique au point de départ, et puis vraiment dans la période tardive, nous sommes dans un point de vue essentiellement pratique, voire pragmatique. Alors, brièvement, en quoi consiste la doctrine de Pyrrhone, donc cette vision sceptique. L'histoire nous raconte qu'il s'est orienté vers la philosophie auprès de quelqu'un qui s'appelle Anaxarque et qui est un abdéritain, donc plutôt héritier de Démocrite et de toute la vision assez proche de l'étude matérielle du monde, et que avec lui, il a suivi Alexandre le Grand dans son expédition en Asie, ce qui fait que d'après la tradition philosophique, et ceci me semble intéressant à noter, avec les conséquences que ça va avoir sur sa position philosophique, il a eu un contact, semble-t-il, assez fort et assez approfondi avec tout l'hindouisme, et en particulier la vision de cette indifférence que la philosophie hindoue transmet. Son maître, Anaxarque, a cette phrase, et c'est ainsi qu'on le résume: la seule sagesse est de savoir mesurer l'opportunité. Alors, ceci est intéressant à situer. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité si on n'est pas dans une vision purement nihiliste, dans l'aspect pratique? Eh bien, c'est le moment opportun qui convient pour poser l'acte que nous avons à poser. C'est donc ce qu'on appelle classiquement dans la philosophie morale l'importance de l'imperium, c'est-à-dire au moment précis qui convient, à la fois en raison de la finalité que je poursuis, de mes capacités, des circonstances de mon acte, que convient-il de faire? Et donc Anaxarque, qui a donc cette influence sur Pyrrhone, est quelqu'un qui considère que la véritable sagesse, c'est de savoir mesurer l'opportunité, c'est-à-dire au fond d'avoir l'intelligence de la situation et de la manière dont je vais poser l'acte qui est le mien. Alors ceci est évidemment très important. La question qui est évidemment à soulever, nous allons le voir tout à l'heure en lisant un texte pour terminer. Est-ce que ceci est pour eux, en tout cas pour lui, relatif à une fin qui transcende les simples circonstances de l'acte que je vais poser, de mes capacités hic et nunc, du milieu dans lequel je me trouve, etc. Ou bien ceci est-il l'unique but? Poser la question, c'est d'une certaine façon y répondre, parce que nous verrons que pour Pyrrhone, en tout cas, la sagesse pratique consistera avant tout à avoir cette intelligence du moment, de telle sorte que nous soyons au-dessus des circonstances. Anaxarque souligne encore que nous vivons, au fond, c'est une chose, je dirais, assez descriptive, nous vivons un peu dans une comédie humaine, et donc nos sentiments ressemblent principalement, dit-il, à un décor de théâtre ou aux illusions du délire ou du songe. C'est-à-dire, finalement, beaucoup de choses sont très relatives, apparentes, changeantes.
parfois même conventionnelle. Et donc, si nous nous déterminons en fonction de cela, nous sommes évidemment très malheureux, parce que nous sommes très dépendants de choses qui sont finalement très extérieures. Et donc on voit poindre déjà quelque chose que nous retrouverons dans le stoïcisme en particulier, à savoir que le sage, c'est l'homme qui est supérieur à toutes les circonstances et les vicissitudes. Il se pose en juge souverain de toutes les situations et toujours heureux par cela même. Donc le bonheur consiste ici, au fond, à savoir se situer au-dessus de ces circonstances. Bien, la question est de savoir au nom de quoi et pourquoi. Eh bien, il semble que dans la vision sceptique, ce soit premièrement cette attitude même qui constitue la sagesse, c'est-à-dire savoir se situer au-dessus des vicissitudes. Alors, en quoi consiste, si nous approfondissons un petit peu plus la démarche philosophique et la philosophie, le contenu philosophique de la doctrine de Pyrrhon, disciple d'Anaxarque, et donc celui qui est considéré comme le fondateur du scepticisme philosophique. La première chose importante à souligner, c'est que Pyrrhon se rattache explicitement à Socrate. Et donc se veut même, on pourrait dire, le tenant le plus fervent de l'attitude socratique. Et de fait, il y a bien ici un point qui est intéressant, c'est au fond que Pyrrhon retient de Socrate l'examen d'une question. On connaît l'attitude de Socrate, telle qu'elle est rapportée en particulier dans les dialogues de Platon, ce qu'on appelle les dialogues socratiques, où on voit Socrate interroger sans concession, faire de l'ironie, ne jamais cesser de reposer un problème, ne pas se contenter de la réponse toute faite, etc. Et donc, au fond, on retient de Socrate cette attitude d'homme qui interroge, d'homme qui ne se satisfait pas de la réponse immédiate, toute faite, de l'opinion, de la conclusion. C'est le premier point, et donc ceci a comme conséquence, au fond, que Pyrrhon érige en sagesse suprême, pour échapper à tout dogmatisme qui finalement est une illusion, le fait de se mettre en retrait de cette pensée qui se contenterait d'une conclusion, qui se contenterait d'une théorie, qui se contenterait d'un dogme. Et donc, il faut s'affranchir, non pas par un point de vue nihiliste, mais par souci d'honnêteté, on pourrait dire cela, des séductions d'un dogmatisme facile. Et donc, en ce sens, Pyrrhon est bien quelqu'un qui va mettre en question aussi bien les sensations, parce que, dit-il, elles sont changeantes, et donc finalement, il suffit que je change de point de vue pour voir les choses un peu différentes, ou bien que la réalité change elle-même de position. Il y a un exemple célèbre qui est pris, c'est le chatoiement d'une couleur peut la faire paraître avec des nuances qui fait que je ne sais pas si elle est cela ou cela. Et de même, nos jugements intellectuels ne peuvent dire vrai, ni d'ailleurs entièrement se tromper. Donc on est devant au fond, cette constatation de la connaissance humaine, tant du côté sensible, qui peut se perdre dans des apparences multiples, que du côté intellectuel qui peut être devant des jugements et des opinions différentes, qu'il s'agisse de moments différents de notre expérience ou de notre réflexion, ou d'hommes différents qui sont confrontés à la même question, et donc par le fait même, il n'y a ni vrai ni faux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun vrai ni aucun faux. On est devant la complexité, pourrait-on dire, de la connaissance humaine. Et donc, devant cela, c'est l'attitude pyrrhonienne par excellence. L'attitude de l'intelligence, c'est de se mettre dans une attitude d'équilibre et de se mettre en retrait de la prise de position qui serait nécessairement prétentieuse et dogmatique. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un terme qui aura évidemment beaucoup de succès, peut-on dire, dans la suite de la pensée philosophique jusqu'au XXe siècle. C'est Pyrrhon qui prend ce terme, la suspension du jugement, ce qu'on appelle l'époquet, c'est chez Pyrrhon. C'est-à-dire le fait que
je me mette en retrait et que je décide de ne pas juger, de ne pas prendre une position précise. Hein, c'est ce qui va même me conduire, et c'est une attitude que l'on a bien connue de cette école sceptique philosophique. Si je ne peux pas prendre position dans un jugement plutôt que dans un autre, je dois donc plutôt me taire. Hein, la fameuse aphasia, c'est-à-dire l'absence de parole, ou, dit positivement, le silence. Mais qui n'est pas vu ici comme étant un silence avant tout contemplatif, mais le silence de celui qui ne s'exprime pas, parce que dès que je m'exprime, j'affirme quelque chose, et donc je nie quelque chose d'autre. Donc le retrait, hein, caractérise l'attitude sceptique. J'aimerais ici lire un texte de Sextus Empiricus dans ses Hypotyposes pyrrhoniennes. C'est au livre 1, chapitre 31. Donc dans la traduction française, voici ce que Sextus Empiricus dit. Disons, pour parler d'une manière très générale, que la suspension, donc l'époquet, est le résultat de la mise en opposition des choses. Nous opposons les représentations aux représentations, les conceptions intellectuelles aux conceptions, ou encore les unes aux autres. Par exemple, c'est opposer les représentations aux représentations que dire la même tour qui, de loin, paraît ronde, apparaît carrée vue de près. C'est opposer les conceptions aux conceptions que d'objecter à qui veut démontrer l'existence d'une providence à partir de l'ordre des choses célestes, que les honnêtes gens connaissent souvent des revers et les méchants des succès, ce qui nous prouve bien qu'il n'y a pas de providence. Donc voilà, typiquement, tel que Sextus Empiricus expose l'origine de l'époquet, c'est que finalement, tant sur on pourrait dire des opinions très immédiates qui viennent directement de l'expérience, chose qu'on retrouvera chez Descartes, chez Pascal et bien plus tard ensuite, hein, finalement, l'apparence des choses peut nous tromper. Et donc, vu de loin une tour qui paraît ronde, vue de près apparaît carrée, ou l'inverse, donc finalement, il vaut mieux me mettre en retrait, parce que je ne sais pas ce qui est vrai, finalement. Et de même, sur des choses plus profondes, certains disent la providence, c'est que Dieu agit toujours avec bonté. Alors comment se fait-il qu'il y ait des bons qui soient soumis à des malheurs et qu'il y ait des méchants qui connaissent le succès et qu'apparemment ils réussissent? On sait combien c'est aussi quelque chose qui a marqué toute une réflexion dans la vision biblique en particulier, et notamment influencée précisément par la pensée grecque. On pense au livre de l'Ecclésiaste, au livre de Job, etc., qui sont autant de mises en question des choses immédiates ou d'un discours dogmatique qui ne veut pas prendre en considération la complexité du réel et donc s'interroger sans concession. Et donc, plutôt qu'un nihilisme, on pourrait dire que le scepticisme, c'est d'abord, au fond, une philosophie qui ne veut pas se contenter de la facilité d'une conclusion. Troisièmement, cette indifférence spéculative, donc cette mise en retrait du jugement de l'intelligence, c'est la source, le principe d'une indifférence pratique qui aura là-dessus évidemment une conséquence très importante, notamment chez les stoïciens, hein, c'est-à-dire ce que d'ailleurs on a souligné de la vie de Pyrrhone en disant que c'était un homme d'une humilité remarquable, voire d'une douceur et d'une facilité de caractère tout à fait exemplaire. Ce qui l'amène à ce qu'on a appelé, et qu'on retrouvera en particulier dans les stoïciens, à l'apathie, l'absence de trouble, hein, l'apatheia, voire même à l'ataraxia, le dépouillement total de l'homme, hein, l'absence de trouble, l'équilibre parfait d'une âme que rien ne peut troubler. Hein, chose que l'on retrouvera jusque chez Épictète, mais je mentionnerai ça dans les cours suivants. J'aimerais là encore lire un texte de Sextus Empiricus dans la même œuvre. Donc là, c'est au livre 1, chapitre 25. C'est sur l'aspect pratique de la doctrine sceptique. La fin est ce qui est visé par l'action ou la pensée. On ne saurait lui assigner une nouvelle fin. Elle est le terme dernier des désirs. Nous disons jusqu'à présent que la fin du sceptique est la quiétude en matière d'opinion et l'équilibre des passions
en matière de nécessité. Donc en matière d'opinion, au fond, acquérir ce calme, c'est-à-dire cette indifférence, puisqu'au fond les opinions sont finalement changeantes. Et donc, je ne vais pas prendre parti dans quelque chose qui peut-être sera vu autrement demain. Donc cette mise en retrait, cette suspension. Et puis du point de vue pratique, l'équilibre des passions en matière de nécessité, c'est-à-dire qu'il y a des choses quelquefois que je subis et c'est une nécessité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. Par exemple, il fait très mauvais aujourd'hui et je peux me fâcher contre le temps, mais je n'y peux rien. Donc par conséquent, il vaut mieux trouver cet équilibre en matière de nécessité, c'est-à-dire la différence entre l'événement qui surgit et l'attitude que je vais avoir envers cet événement. Eh bien, mon attitude doit être, pour le sceptique, d'être dans cet équilibre. Car le sceptique, après avoir commencé par philosopher sur les jugements concernant les représentations sensibles, pour les appréhender les unes comme vraies, les autres comme fausses, ce qui lui procure la quiétude, est tombé dans des contradictions d'égale force qui l'ont mis dans l'incapacité de juger, si bien qu'il a suspendu son jugement. À cette suspension du jugement, donc l'époquée, a fait heureusement suite la quiétude en matière d'opinion. Celui qui croit en effet qu'une chose est belle ou laide par nature ne cesse d'être inquiet. Que vienne à lui manquer ce qu'il croit être un bien, il se figure endurer les pires tourments et se lance à la poursuite de ce qu'il croit être un bien. Le possède-t-il enfin ? Que déjà le voilà plongé dans de multiples inquiétudes qu'excite en lui une raison sans mesure. Et dans la crainte d'un revers de fortune, il fait tout pour que ne lui soit point ravi ce qu'il croit être un bienfait. Tandis que celui qui ne se prononce ni sur ce qui est naturellement bon, ni sur ce qui est naturellement mauvais, ne fuit rien et ne se dépense pas en vaines poursuites. Aussi connaît-il la quiétude. En somme, il est arrivé au sceptique ce qui, dit-on, est arrivé au peintre à pelle. Un jour, peignant un cheval et voulant représenter sur son tableau l'écume du cheval, il y renonça furieux, et jeta sur sa peinture l'éponge avec laquelle il essuyait ses pinceaux, ce qui eut pour effet de laisser une trace de couleur imitant l'écume du cheval. Précisément, les sceptiques espéraient atteindre la quiétude en tranchant par le jugement la contradiction propre aux représentations sensibles et aux conceptions intellectuelles, et n'y parvenant point, ils suspendaient leur jugement. Par bonheur, la quiétude accompagna la suspension du jugement comme l'ombre le corps. Donc, nous ne pensons pas que le sceptique est absolument sans trouble, mais s'il est troublé, c'est seulement par les nécessités. Nous convenons qu'il peut avoir froid, avoir soif et connaître des sentiments analogues. Mais même dans ces circonstances qui frappent doublement le vulgaire, autant par la sensation elle-même que surtout par l'opinion qu'il porte sur son caractère naturellement mauvais, le sceptique qui rejette cette opinion surajoutée, portant sur son caractère naturellement mauvais, en souffre moins et s'en délivre. C'est pourquoi, disons-nous, la fin du sceptique est la quiétude en matière d'opinion et l'équilibre en matière de nécessité. Donc on voit bien comment Sextus Empiricus résume ici toute la doctrine sceptique, tant du côté de la connaissance que du côté de l'action, d'une certaine façon, et des circonstances de la vie qui s'imposent à nous. Alors un historien de la pensée grecque a vu peut-être dans l'origine de la vie de Pyrrhone, qui est allé avec Alexandre le Grand jusqu'en Asie, peut-être un contact avec l'hindouisme, et à cette phrase tout à fait intéressante, en tout cas c'est une hypothèse, je trouve intéressante à soulever, Pyrrhone a transposé pour des Grecs, autant dans la spéculation que dans la pratique, l'idéal hindou de l'absolu renoncement. Donc peut-être pourrait-on ajouter ici un point, c'est que j'évoquais tout à l'heure le fait que Pyrrhone se veut héritier de Socrate par cette insistance sur l'examen d'une question, sur la confrontation de celui qui croit savoir à la réalité, et peut-être pourrait-on ajouter le fait qu'il y a cette espèce de dépouillement, de ne rien vouloir posséder, parce que finalement la connaissance humaine et l'agir humain sont finalement limités.
Et donc la conscience des limites de notre connaissance comme de notre agir doit nous apprendre un certain dépouillement par rapport à ce que nous possédons. La question est de savoir qu'est-ce qui serait la vraie source, pourrait-on dire, hein, de ce dépouillement, de cette pauvreté. Et là j'évoque là encore la figure de Socrate qui, dans l'apologie de Socrate de Platon, dit que le signe qu'il ne cherche pas son intérêt, c'est sa pauvreté. Et bien sûr il fait allusion ici aux sophistes qui faisaient commerce de leur enseignement et de leur recette, peut-on dire, pour obtenir le succès. Donc finalement, pour faire prévaloir leur point de vue. Hein. Et au fond, l'attitude sceptique consiste à se mettre en retrait, à ne pas vouloir posséder, à se dépouiller de tout trouble. La question est de savoir, parce que comme toujours, ceci est absolument passionnant, mais quelle est la véritable source du dépouillement? Est-ce le fait de renoncer à toute prise de position, à tout jugement, ou est-ce le fait de dire que c'est finalement la réalité qui mesure tous les jugements que nous pouvons avoir à son égard et que donc nous sommes, bien que connaissant quelque chose, toujours indéfiniment en recherche? Il y a ici une question tout à fait intéressante. Alors j'aimerais, pour terminer cette brève présentation du scepticisme philosophique grec, évoquer deux aspects. Le premier point de vue, le premier point, c'est la manière dont Sextus Empiricus a résumé ce qu'il appelle les modes différents, les manières différentes de suspendre son jugement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a deux positions chez lui. Il y a d'abord 10 manières de présenter le fait de suspendre son jugement. C'est par exemple de considérer que les hommes sont différents les uns des autres, qu'ils vivent dans des circonstances différentes, qu'il y a des coutumes différentes, etc. Donc 10 lieux, peut-on dire, dans lesquels nous constatons la multiplicité et la complexité du réel. Et donc qui nous invite à nous mettre en retrait pour nous interroger à nouveau frais, peut-on dire. Et puis, finalement, il voit que dans le scepticisme plus tardif, il y a 5 manières de suspendre ce jugement, et je trouve ça plus intéressant à vous présenter brièvement, parce que c'est au fond 5 manières d'évoquer l'attitude de l'intelligence face au réel. Donc, ces 5 modes de suspension du jugement sont les suivants. Premièrement, ce qu'il appelle le mode du désaccord. Le désaccord, c'est-à-dire, eh bien, je ne suis pas d'accord avec telle position, donc, pourquoi? Et donc, si je ne suis pas en accord, si tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, c'est qu'il y a une question qui se pose en amont. Et donc, nous sommes invités devant le désaccord ou la confrontation des opinions. En fait, nous retrouvons ici un des aspects très importants de la position aristotélicienne qu'on appelait la dialectique, c'est-à-dire la mise en dialogue des opinions différentes, voire la contestation, le fait de considérer que je ne suis pas en accord avec cette affirmation, qui est dite par ailleurs, nous invite à pousser la recherche plus loin, parce que si les opinions sont différentes et que nul n'est ni dans l'erreur totalement, ni dans la vérité totalement, c'est donc peut-être que la vérité demande d'aller toujours plus loin dans la recherche. Donc le mode du désaccord. Deuxième manière de suspendre son jugement, c'est ce qu'il appelle le mode de l'infini, qui est en fait le refus d'une causalité, c'est-à-dire il considère comme du dogmatisme que de dire telle chose est la cause de cela, finalement, c'est trop simpliste. Il y a une complexité du réel et on peut peut-être remonter pour lui à l'infini. C'est-à-dire, on sait bien que l'axiome d'impossibilité de remonter à l'infini serait quelque chose qui sera très développé dans la pensée philosophique. Déjà chez Aristote, ça l'a été, mais ensuite plus tard. Mais pourquoi dit-on cela? Et donc, le fait de dire que finalement, vous dites que ceci est la cause, mais peut-être qu'antérieurement il y a telle autre cause, puis telle autre, etc., j'allais dire, tout dépend de ce que l'on considère. Mais toujours est-il que ne pas confondre le pourquoi d'une chose avec une vision simpliste qui a tranché la question, et puis c'est comme ça et pas autrement. Autrement dit, le réel est plus complexe, ou du moins, il comporte un ordre dans la complexité
qui peut-être se rapporte à un premier, mais le premier n'est pas quelque chose que l'on peut posséder. Il y a donc ici quelque chose, là aussi, hein, de ne pas fermer une question, mais de toujours se reposer la question de la véritable cause. Hein. Donc on voit bien la dimension, pourrait presque-t-on dire ici, d'enquête. Hein, et c'est bien un des sens du mot de sceptique, skepsis en grec. Troisième aspect, et là c'est très proche de toute une démarche qu'on retrouve jusque dans la science la plus contemporaine, c'est l'aspect relatif de la connaissance. Relatif d'une part en ce sens que la réalité est elle-même relative à des quantités d'autres aspects qu'elle seule, et donc il faut prendre en considération tout ce à quoi elle est relative, mais aussi elle est relative à celui qui la connaît. Et donc le point de vue de l'observateur, on sait combien ceci a eu une influence importante dans ce qu'on a appelé la théorie de la relativité dans la science moderne la plus récente, du moins au début du XXe siècle, et eh bien c'est déjà chez les sceptiques, c'est-à-dire finalement le point de vue que nous avons nous donne une certaine perspective. Et donc, il y a toujours un danger de ce qu'on peut appeler un a priori ou un biais cognitif, c'est-à-dire si je me situe dans telle perspective et que j'ai tel point de vue, ou que je suis situé de telle manière, je vais aborder les choses de telle façon, et donc je vais insister sur ça, et je vais peut-être oublier ou oblitérer tout un aspect de la réalité. Donc, s'obliger à quitter le point de vue qui est le mien. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouvera notamment chez Kant, hein, qui voudra mettre en valeur le fait qu'il faut, pour philosopher, nous libérer des a priori que nous pouvons avoir. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance véritablement réaliste ? Quatrième point de vue ou mode de suspension du jugement, ce qu'il appelle le mode hypothétique, c'est-à-dire le dogmatisme consiste à prendre comme une certitude ce qui n'est qu'une hypothèse. Et donc ne jamais oublier, on pourrait dire que c'est la dimension interprétative ou c'est la dimension herméneutique d'une question. Je peux prendre comme hypothèse de recherche ou comme hypothèse d'interprétation telle question. Mais en réalité, si j'oublie que c'est une hypothèse et que je me ferme à tout ce qui ne cadre pas avec l'hypothèse que j'ai choisie, eh bien en réalité je deviens dogmatique. Alors que ne pas oublier qu'une hypothèse de recherche ou une hypothèse d'interprétation n'est qu'une hypothèse, ça peut nous inviter, ça doit nous inviter à finalement suspendre notre hypothèse parce que quelque chose de la réalité ne colle pas avec l'hypothèse que j'ai. Et là, c'est au fond le refus de la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté consiste au fond à oublier notre point de vue, notre hypothèse que quelquefois nous avons transformée en certitude, et nous ne voulons rien du réel qui ne correspondrait pas à notre hypothèse d'interprétation. On sait combien ceci est dommageable, notamment dans la vision sur une personne, sur des événements, sur l'histoire, etc. Des exemples sont légion, n'est-ce pas ? Et puis enfin, et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve qui est lié à l'herméneutique, c'est ce que Sextus Empiricus appelle, ou les Grecs appellent le diallèle, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue en fait, c'est-à-dire un cercle argumentatif. Pour affirmer quelque chose, je m'appuie sur quelque chose d'autre qui dépend en réalité de la première chose que je veux fonder. Donc en réalité, il y a ici un cercle dont on ne sort pas. Pour établir une affirmation, je me base sur une autre qui repose elle-même sur la première. Donc je ne peux pas expliquer celle que je veux expliquer par quelque chose d'autre qui en réalité présuppose cela. Donc le cercle interprétatif ou argumentatif, on sait combien ceci est terrible, puisque je veux prouver quelque chose, mais dans le point de départ que je prends, j'ai déjà cette interprétation. Et donc, évidemment, je vais poser mes questions, je vais regarder les choses, je vais les interpréter uniquement dans ce que je cherche à trouver, puisque c'est ça que je veux fonder. Et donc, le fait de suspendre son jugement, c'est au fond de prendre conscience que je veux véritablement ne pas fonder quelque chose sur lui-même en réalité, et donc sur l'a priori et l'opinion que j'ai.
Alors le deuxième point pour conclure, je voudrais donc en quelque sorte prendre un peu plus de distance avec l'aspect historique de l'école sceptique. Bien sûr, ceci est aussi très succinct. Il serait intéressant d'étudier toute la postérité du scepticisme philosophique. On sait combien il a été cité dans l'Antiquité, puis à l'époque moderne. J'aimerais donc résumer brièvement ce qui caractérise cette attitude philosophique et qui me semble intéressante par bien des aspects. Le scepticisme, finalement, ce qui le caractérise, c'est quoi? Premièrement, c'est vraiment, je dirais, le souci d'une analyse exhaustive et rigoureuse de tous les aspects d'un problème. Donc, vraiment, une enquête rigoureuse. C'est pour ça qu'on voit bien la dimension sceptique, l'attention, le souci de rigueur, le regard attentif, comme j'expliquais au tout début du sens de ce mot. C'est le souci de ne rien omettre de ce qui peut contribuer à la réflexion et à la compréhension de quelque chose. Ce qui fait que les sceptiques sont évidemment des gens d'une très grande, on peut dire, habileté dialectique au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire de savoir mettre en débat et en problème et en confrontation tous les aspects d'un problème et toutes les façons de l'envisager. Donc de ne pas rentrer dans une espèce de couloir qui empêche de voir la vérité et la réalité telle qu'elle est dans sa complexité. Donc il y a ici quelque chose du côté d'une disposition critique qui est tout à fait intéressante. Dans cette même, il y a bien chez les sceptiques, contrairement à ce que certains ont dit, je pense une grande probité intellectuelle et morale, c'est-à-dire un esprit qui ne veut pas se duper lui-même en se persuadant de quelque chose et finalement en concluant, les scellés sont posés, voilà, la personne morte est enterrée, la doctrine morte est enterrée, parce que on a conclu que c'était comme ça et que c'était telle et telle chose. Et donc la probité, qui ne veut pas se duper mais qui accepte d'être à l'école du réel. Par le fait même, il y a chez les sceptiques une hostilité contre tout dogmatisme et tout parti pris quel qu'il soit. Et ceci est aussi très intéressant. Je dirais pour élargir un peu la question, dans l'époque qui est la nôtre, cette attitude dont je vous ai montré qu'elle est finalement héritée en grande partie de l'attitude socratique, est fort utile. Dans des débats qui sont vite partisans, dans des affrontements quelquefois stériles, dans des prises de position de gens qui n'arrivent même plus à s'écouter, le scepticisme, finalement, refuse tout parti pris et accepte peut-être de dire, mais chez cet homme, chez ce philosophe, dans cette position, dans cette coutume, dans cette façon de vivre, il y a peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être écouté, et ne pas a priori se fermer et condamner quelque chose. Et donc, par le fait même, et c'est très intéressant à nouveau, le respect du fait tel qu'il est, ce que Aristote appelait le to oti, le fait. Ceci est, le fait est celui-ci, avec toutes les relations qui sont celles de ce fait, pour essayer de comprendre la complexité du réel, son ordre, peut-être dégager des causalités qui interviennent les unes par rapport aux autres. Et donc, on peut dire que, surtout, disons, du point de départ dont j'ai montré qu'il y a une attitude avant tout morale, c'est ne pas se laisser déterminer par des choses qui finalement nous troubleraient, on passe à une certaine discipline de l'intelligence et de l'esprit, et dans laquelle bien des attitudes scientifiques se sont reconnues. Quand certains disent que le savant se caractérise par une attitude sceptique, c'est-à-dire en réalité il veut être dans l'observation, dans le souci de ne pas se laisser déterminer par un point de vue, de ne pas se laisser enfermer dans une théorie que l'on répète, mais d'être attentif à la réalité. Et donc, on peut dire que d'une certaine façon, face à une intolérance doctrinale et à une tyrannie de préjugés, j'ai dit tout à l'heure notamment
ce qui caractérise les écoles, c'est-à-dire ce qu'on appelait au Moyen-Âge les sequences, ceux qui suivent, hein, les seconds couteaux, pourrait-on dire, qui répètent sans avoir le même souci de recherche que quelqu'un qui est au point de départ de quelque chose. Hein. Il y a une attitude critique pour, au fond, nous libérer des répétitions scolastiques, des répétitions d'école, hein, et rendre la science autonome, c'est-à-dire, je dirais là, en philosophe aristotélicien, hein, qui se met à l'école du réel dans toute sa complexité. Hein. Ce qui implique par conséquent, hein, de déterminer avec rigueur le protocole, s'il s'agit de sciences qui comportent une technique, les procédés techniques que je vais employer. Hein, on sait combien une conclusion scientifique dépend d'un protocole, d'un outil, d'une méthode, etc. Et donc être très conscient de cela fait partie de l'attitude critique, c'est-à-dire d'être capable de justifier le point de départ, l'itinéraire, la méthode suivie, les outils employés et la conclusion obtenue. Et ne pas confondre le réel avec la conclusion que j'en ai. Hein. Autrement dit, je dirais que ce qui est très frappant peut-être dans le scepticisme, ce serait qu'au fond, devant les sommets qu'ont été Platon et Aristote, qui certes sont des grandes synthèses philosophiques, le danger est de se replier sur ce que l'on croit posséder. Hein. Et le scepticisme, au fond, c'est de nous rappeler constamment, en ce sens c'est une philosophie qu'on peut dire mineure, mais très importante du point de vue critique, c'est de nous rappeler constamment la réalité, la complexité du réel, la complexité de la vie humaine, la multiplicité des coutumes, la diversité des cultures, la diversité des points de vue des hommes, etc., nous montrent que le réel est toujours plus grand, plus complexe que tout ce que l'on peut en affirmer. Et donc ne jamais s'enfermer dans une conclusion qui nous empêche de rejoindre le réel tel qu'il est. Donc on peut dire que le scepticisme est quelque chose d'utile dans la mesure où il nous renvoie au réel, à sa complexité, à l'observation, à la confrontation, au dialogue, à l'honnêteté, etc. Et nous verrons combien ceci est aussi quelque chose qui influencera, en particulier, le point de vue des stoïciens. Mais nous reviendrons là-dessus dans la fois prochaine, quand nous aborderons le stoïcisme. Alors je souligne en conclusion que certains auteurs ont vu du coup dans le scepticisme, au fond, le premier esprit positif, positif au sens que lui donnera l'époque contemporaine, avec en particulier Auguste Comte, le positivisme, qui est l'étude du comment des choses, mais qui en fait se veut l'attention intellectuelle et l'honnêteté, la probité, face au réel, dans toute sa complexité, pour nous libérer de toute répétition d'une conclusion qui nous empêche finalement de penser et d'interroger. Donc en ce sens, pour ma part, je verrais bien dans le scepticisme un effort critique et une attitude première devant ce que nous connaissons déjà, de ne jamais perdre de vue l'exigence du dialogue, l'exigence de la confrontation avec la réalité, l'exigence de l'attention, de l'observation, de l'étude attentive de toute la complexité du réel. Ce qui, pour le philosophe aristotélicien, est une disposition à la démarche inductive. La démarche inductive étant, je dis bien ici dans le sens philosophique du terme, pas dans le sens que ce mot a pris ensuite dans la science moderne, qui est très différent. L'induction au sens philosophique d'Aristote, c'est la démarche qui consiste à chercher les premiers. Mais les premiers, on ne peut les découvrir que quand on voit la complexité et la multiplicité du réel, pour essayer d'y découvrir petit à petit un ordre qui nous permet de découvrir ce qui est principe et cause de cet ordre. Donc l'exigence de la confrontation avec la complexité du comment, pour que nous puissions mieux aiguiser notre pensée dans la recherche du pourquoi des choses.